Ouais. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième rencontre. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre spécialiste qui est avec nous, Madame Rachel Thibault, qui est docteur en psychologie, ergothérapeute et récipiendaire de l'Ordre du Canada. Elle est spécialiste en résilience psychologique, en réadaptation à base communautaire et soutien entre pairs. En plus, spécifiquement dans les contextes de crise tels que les zones de conflit ou sinistres et les régions de ressources restreintes. À la suite d'une carrière de clinicienne, de chercheuse et de professeure, elle travaille maintenant comme consultante dans le domaine de la résilience psychologique auprès d'une vaste éventail d'organisations. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole et je suis persuadée qu'on va passer un autre moment fort intéressant. Ben, merci beaucoup de l'accueil encore une fois. C'est un plaisir de revenir parmi vous. Et sans plus tarder, donc, je vais partager mon PowerPoint pour qu'on puisse aborder notre sujet. Alors, le sujet du jour, comme vous le savez peut-être, les deux premières conférences ont vraiment porté sur différents aspects de l'anxiété. Aujourd'hui, on va regarder vraiment les paramètres systémiques, donc des paramètres systémiques qui vont nous aider à mieux contrôler l'anxiété qui vraiment imprègne notre quotidien depuis le début de la pandémie, et des paramètres systémiques, donc, qui vont être propices à la résilience, au développement personnel et professionnel, et aussi à l'innovation pédagogique. Alors, sautons dans le sujet. Alors, qui je suis, ça a été mentionné, ergothérapeute avec une formation en psychologie. Et quand j'étais prof à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa, mon sujet de recherche pendant 3 décennies, c'était la résilience psychologique. Et je continue encore avec d'autres équipes à l'extérieur de l'Université d'Ottawa à travailler sur ce même thème. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va aborder un outil récent du domaine des neurosciences qu'on appelle le protocole de bienveillance. Et c'est vraiment une découverte qui date de moins de 3 ans, qu'on va décortiquer ensemble et on va regarder quels sont ses impacts à la fois sur nous, sur notre milieu et sur l'apprentissage. On va parler aussi de paramètres de bienveillance systémique, justement pour nous aider à mieux gérer l'anxiété. Et on ne peut pas parler de bienveillance sans parler évidemment d'autocompassion ou d'autobienveillance. Donc, on va aussi parler de ces principes qu'on va appliquer à soi. Et mes objectifs demeurent les mêmes que lors des 2 premières présentations, c'est-à-dire que ce qui importe vraiment pour moi, c'est d'offrir des outils de gestion de l'anxiété qui tiennent vraiment compte du contexte de l'apprentissage et qui sont applicables dès maintenant. Et mon but avec chacune des présentations, c'est de couvrir un éventail d'outils qui soit assez varié pour que chacun y trouve son compte. On a tous des profils anxieux différents, on a tous des profils d'apprenants différents. Alors, le but de la manœuvre, c'est d'avoir cet éventail pour qu'on puisse trouver ce qui nous convient. Alors, le protocole de bienveillance. La bienveillance, c'est un outil ou je dirais une posture psychologique qui interpelle les chercheurs depuis longtemps. En neurosciences, c'est relativement récent. Ça fait environ une quinzaine d'années que les neuroscientifiques s'intéressent à la bienveillance. Mais de mon côté, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et je voulais vous partager un point de départ très personnel, puis un point de départ qui illustre l'importance de la bienveillance systémique. Alors, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à recueillir des données, à faire de ce qu'on appelle la recherche-action participative dans un ensemble de zones de guerre. Alors, j'ai été déployée dans des pays comme le Liban, comme l'Irak, le Rwanda, la Sierra Leone, le Nicaragua, et j'ai travaillé assez étroitement avec les Nations unies. Et dans les années 90, avant de nous déployer dans des zones de conflit, on nous donnait toujours une préparation
pour notre sécurité psychologique. Alors, à l'époque, on nous donnait 2 grands principes. On nous disait, vous allez être déployé dans un contexte qui est extrêmement anxiogène, donc on vous donne 2 balises importantes. La première, c'était apprenez à prendre sur vous. Si vous éprouvez de l'anxiété, si vous éprouvez de la détresse, refoulez-la, cachez-la, faites ce que vous voulez avec, mais assurez-vous que vous ne contaminez pas les autres. Puis même, on nous donnait l'image de notre anxiété ou de notre détresse comme un virus, en disant, si vous êtes contaminé, gardez ça pour vous. Premier principe. Deuxième principe, on nous disait, vous allez rencontrer tellement de détresse, tellement de misère humaine, que vous devez absolument éviter toute bienveillance. Si vous ouvrez la porte à la bienveillance, vous allez vous faire dévorer. Alors, nous, on partait au front, littéralement, armés de nos 2 principes, et vous vous en doutez bien, ces stratégies de protection psychologique en contexte d'urgence ou de pandémie se retrouvent encore aujourd'hui dans nos sociétés. Et là encore, on s'en doute bien, ces stratégies-là sont loin de nous protéger. En fait, elles peuvent provoquer des remous psychologiques profonds. Et le processus est assez pernicieux. Alors, je vous donne un exemple. J'ai adopté les principes qu'on m'avait enseignés et la façon dont ça fonctionne, c'est lorsqu'on vit des stress, de l'anxiété, encore une fois, on essaie de refouler le truc et on balance tout ça derrière une sorte de digue affective. Donc, je balance ça derrière moi, je fais comme si rien n'était et on continue. Et je vous dirais que je suis arrivée à continuer pendant 5, 6, peut-être même 7 ans, sans trop de problèmes. J'arrivais à tenir bon, entre autres parce que, autant en mission qu'à la maison, j'avais adopté des formes de pleine conscience dans ma vie. Et on sait très bien, la pleine conscience est un outil très important dans la gestion de l'anxiété et en fait du bien-être en général. Et donc, je fais de la méditation formelle depuis plus de 40 ans. Alors, je me disais, je suis quand même assez bien armée pour faire face à ce qui va débouler dans le collimateur. Et en effet, la pleine conscience m'a été extrêmement précieuse pendant des années. Et ce que ça faisait, en fait, le mécanisme de la pleine conscience, c'est qu'on arrive à faire le tri et tout ça, donc ces exercices de pleine conscience me permettaient de ramener le stress et l'anxiété à un niveau gérable, ce qui me permettait de continuer ma route jusqu'au jour où je me retrouve dans un camp de réfugiés en Sierra Leone. Et je tiens à souligner que le camp de réfugiés, j'y suis déjà depuis plusieurs semaines. Donc, je connais la plupart des réfugiés. J'ai travaillé avec eux, tant comme ergothérapeute que comme chercheur. Et donc, on me connaît, je les connais, tout se passe relativement bien. Au cours des dernières semaines, à cause de l'activité terroriste autour du camp, on a eu énormément de nouveaux arrivants. La vie a été extrêmement trépidante, donc tout le monde est sur les dents. On travaille d'arrache-pied et encore une fois, on tient le choc. Un soir, tout à coup, il y a une accalmie. Et pour la première fois depuis des semaines, on a le temps de souffler. Et donc, moi, je n'habite pas dans le camp, j'habite au quartier général de l'ONU et je dois prendre une navette pour me ramener là où j'habite. Alors, c'est la fin de la journée, je descends la colline pour aller prendre ma navette et en passant à côté d'une tente de réfugiés, j'entends des sons qui sont un peu étonnants, qu'on entend rarement. J'entends des rires et des gazouillis. Alors, évidemment, ça pique ma curiosité, je vais jeter un coup d'œil. Et ce que je vois, c'est une scène, somme toute, relativement sereine. Je vois un jeune papa qui joue avec sa petite fille, un bébé d'environ 6 mois. Il a déposé le bébé sur une couverture au sol et en papa aimant, il embrasse son bébé dans le cou, sur le ventre, la petite rit aux éclats. Alors, encore une fois, une scène relativement sereine. Sauf que le papa en question, un jeune au début de la vingtaine, s'était fait amputer les 2 bras par les rebelles. Alors, lui, dans le cadre de son jeu avec l'enfant,
essaie de prendre son bébé. Donc, il essaie avec les moignons comme ça ne fonctionne pas. Il essaie comme ça ne fonctionne pas plus. Et moi, tout ce que j'ai refoulé depuis des années, tout à coup remonte avec une force que j'aurais jamais cru possible. Ce qui me frappe dans la scène, ce n'est pas le papa qui essaie de prendre son bébé, ce sont des pensées comme il ne pourra jamais la prendre, sa petite fille. Et ensuite, toutes les idées relatives au fait que la guerre est absurde, la mutilation de ce jeune homme est absurde, l'absurdité de la souffrance humaine dans ces contextes-là. Et ça explose. Tout à coup, ma digue cède. Alors, oui, la pleine conscience m'a aidé à tenir le choc pendant des années, mais la pleine conscience, tout à coup, s'avère comme étant insuffisante. Et pour ajouter à la chose, le jeune papa qui voit mon désarroi, et lui, évidemment, est complètement interloqué parce qu'on s'est parlé la veille, tout était normal. Alors, pour lui, mon effondrement n'a aucun sens. Alors, son réflexe, c'est de venir me prendre dans ses bras, puis il me dit avec beaucoup de chaleur, il me dit Life is beautiful, I'm alive, my baby's alive, life is beautiful. Vous vous en doutez, ça me fait pleurer encore plus. Et donc, après un certain temps, j'arrive à me ressaisir, mais évidemment, je réalise que je suis en période de crise, que je dois apprendre à rebondir. Qu'est-ce que je peux faire? Et je tiens à souligner ici un élément important. On vit tous une situation difficile depuis 2 ans et dans les périodes d'urgence, ce n'est pas nécessairement là où on s'effondre. J'utilise l'exemple pour démontrer que mon effondrement est arrivé juste au moment où on pouvait enfin souffler. Quand on est dans l'urgence, on est dans l'urgence. Et c'est comme si à la fois le corps et l'esprit vont se braquer pour tenir le coup. Mais c'est au moment où l'accalmie se présente que les choses dérapent. Donc, moi, je me retrouve en plein dérapage et je me retrouve aussi avec mes 2 consignes, que si je vis de la détresse, je dois la ravaler, la garder pour moi. Et la deuxième, que je dois éviter toute bienveillance. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas me tourner vers mes collègues de l'ONU, ils ont les mêmes consignes. Alors, impossible de me tourner vers eux. J'ai eu une chance extraordinaire. Je travaillais déjà sur le terrain avec un groupe de femmes qu'on appelle les femmes de FAWE. FAWE, c'est un acronyme pour Forum of African Women Educationists. Et ce sont des enseignantes. Les femmes de FAWE, ce sont des enseignantes qui se sont donné un double mandat. Évidemment, un mandat au plan de l'éducation, mais aussi un mandat social. Et pendant la guerre, alors qu'elles appartenaient à une élite qui aurait pu fuir la Sierra Leone, ce sont des femmes qui ont choisi de rester sur le terrain pour être là en appui continu pour les jeunes dans le besoin. Alors, des femmes vraiment remarquables. Et ce qui est typique de FAWE, et FAWE a différents chapitres un peu partout en Afrique, FAWE fonctionne avec 2 paramètres systémiques incontournables, inaliénables, le principe de solidarité et le principe de bienveillance. Et donc, ce sont vraiment les femmes de FAWE qui m'ont accueilli dans leur rang, qui m'ont aidé à décortiquer la situation que je vivais et qui m'ont aidé à reprendre pied. Et c'est une expérience qui m'a permis d'observer justement l'impact de l'absence ou de la présence de ces 2 paramètres systémiques de solidarité et de bienveillance. Les femmes de FAWE sont d'une solidité remarquable. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vivent pas de difficultés, que parfois il n'y a pas des effondrements, mais comme groupe, elles sont vraiment remarquables. Et je pouvais comparer avec mes collègues de l'ONU qui, justement, faisaient le choix de la non-bienveillance et de la non-solidarité, qui, eux, s'effondraient à un rythme absolument effarant. Et donc, au début des années 90, une expérience vécue m'a mis sur la piste de l'importance de la bienveillance dans nos vies.
Mais qu'est-ce que la bienveillance? En recherche, on la définit comme une réponse cognitive, affective et volitionnelle face à la souffrance d'autrui ou la sienne propre. Et bon, on s'entend que cognitif, on comprend, affectif aussi, volitionnel, ça veut dire qu'il relève de la volonté. Et donc, la bienveillance, c'est aussi une réponse, oui, qui va être assez spontanée au plan cognitif et au plan affectif, mais c'est une réponse qui va être réfléchie et voulue. Donc, la bienveillance, elle ne relèvera pas du réflexe, ça va être vraiment une question de choix. Et je tenais à partager avec vous la grande chercheure, la grande neuroscientifique derrière le protocole de bienveillance. Il s'agit du docteur Tania Singer, une chercheure allemande qui a pendant longtemps dirigé le laboratoire de neurosciences de l'Institut Max Planck à Berlin. Et donc, elle a jeté les bases du protocole de bienveillance autour de 2005-2007. Ces travaux ont été repris par un ensemble de laboratoires de neurosciences un peu partout sur la planète. Et en 2019, on a vraiment arrimé ces contenus pour créer le protocole de bienveillance. Alors, avant de regarder le protocole, on va simplement survoler les impacts de cette bienveillance. Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un baigne dans un climat de bienveillance, si une personne reçoit de la bienveillance? Dans un premier temps, ce qui est assez surprenant, c'est le corps qui va réagir et qui va se mettre à guérir plus vite. Le temps de guérison va diminuer, que ce soit pour des plaies, des brûlures, des fractures. Tout à coup, le corps guérit plus vite, entre 17 et 25%. La perception de la douleur va diminuer de façon radicale jusqu'à 50%. Et ce n'est pas simplement une réduction, je dirais, ésotérique, c'est quelque chose de très tangible. Quand un patient, entre autres en post-opératoire, quand un patient a bénéficié du protocole de bienveillance, il va requérir 50% moins d'analgésiques ou d'opiacés. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les protocoles de recherche, les devis de recherche, mais c'était vraiment très bien monté. Puis je vous en nomme juste un, avec entre autres un en post-opératoire. On a pris des gens qui avaient exactement le même profil, avec le même type d'opération, avec les mêmes réponses à la douleur, avec la même équipe chirurgicale, avec la même équipe de soutien après. La seule variable qu'on a modifiée, c'était que dans certains cas, l'anesthésiste utilisait le protocole de bienveillance avant d'endormir quelqu'un et dans l'autre, on ne l'utilisait pas. Et au réveil, les profils au niveau de la douleur étaient complètement différents. On sait aussi qu'au plan de l'immunité, on l'a testé avec le rhume, maintenant on le fait avec le virus de la COVID. Lorsqu'on baigne dans de la bienveillance, certains facteurs immunitaires, dont l'interleukine 8, qui est un des facteurs immunitaires principaux, vont doubler, simplement parce qu'on est dans de la bienveillance. Le cortisol, une des hormones de stress, diminue radicalement et parce que le cortisol diminue, ça rend l'apprentissage beaucoup plus facile et plein d'apprentissages. Je vous fais juste une parenthèse. Je retourne en Sierra Leone. J'ai travaillé avec tous ceux qui ont été, pas tous, avec à peu près, je dirais au total, 500 ou 600 personnes qui ont été amputées par les rebelles. Et mon rôle, c'était de leur apprendre, entre autres, à utiliser leurs membres artificiels. Et c'était fascinant de voir que ceux qui bénéficiaient d'un climat de bienveillance, parce que justement, on choisissait de les aborder avec douceur, que leur cortisol diminuait, ils étaient beaucoup moins anxieux et ils ont appris beaucoup plus vite à utiliser leurs membres artificiels. Ceux qui sont demeurés dans des contextes anxiogènes où on ne s'est jamais attardé à leur donner de la bienveillance, quand on a fait des études après coup, ils n'ont jamais utilisé leurs membres artificiels. La majorité les ont remisés sur une tablette et c'est parce qu'encore une fois, ils étaient habités par l'anxiété,
parce que leur système nerveux baignait dans le cortisol. Donc, la bienveillance va avoir un impact énorme sur l'apprentissage. Et on sait aussi qu'au plan psychologique, la bienveillance d'un soignant, d'un proche, va être plus efficace qu'un antidépresseur dans les cas légers à modérés. Donc là, on vient de regarder qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un reçoit cette bienveillance. Si on regarde celui qui l'offre, qu'est-ce qui se passe? L'hormone du bonheur, l'oxytocine, augmente de façon significative. Chez la personne qui offre de la bienveillance aussi, tout comme chez la personne qui la reçoit, il y a une diminution radicale du cortisol et là aussi, l'apprentissage devient plus simple. L'inflammation diminue. On remarque que des gens qui souffrent de maladies comme l'asthme ou l'arthrite ont beaucoup moins de symptômes lorsqu'ils se retrouvent dans un climat de bienveillance. La tension artérielle diminue, l'humeur s'améliore et se stabilise, et dans l'état actuel de nos connaissances en neurosciences, le protocole de bienveillance, la bienveillance est le meilleur facteur de protection psychologique connu. Et donc, avec ce qu'on vit pendant la pandémie, le recours à la bienveillance peut devenir, dans bien des cas, notre planche de salut. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Alors, le protocole de bienveillance, je vais vous l'illustrer avec un exemple pour mieux cerner les différents phénomènes. Disons que j'apprends qu'une collègue vient de perdre un proche. Disons, vient de perdre sa mère. Ma réaction spontanée, ce que mon cerveau va faire, d'abord et avant tout, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, une réaction cognitive. Alors, j'apprends que ma collègue a perdu sa mère. Je vais être capable de lui attribuer des états mentaux, des croyances, des intentions, des émotions, mais ça va être sur un mode plutôt analytique. Je vais être capable de me dire, oh, elle doit être triste, probablement que sa vie est chamboulée. Alors, peut-être qu'elle va devoir prendre du temps de congé du travail pour gérer la succession. Donc, toutes sortes de réactions cognitives. Et ça, c'est bon, c'est bien, c'est beau, on le conserve, mais on ne doit pas rester collé là. Donc, on poursuit notre route vers l'empathie. Et l'empathie en neurosciences, on la définit comme la capacité à être touché par l'expérience de l'autre. Donc, si je reviens avec ma collègue, je peux me dire, OK, je ne peux pas vraiment me mettre à sa place, on ne peut jamais se mettre à la place de l'autre, mais je peux me remémorer ce que j'ai ressenti quand moi j'ai perdu un proche. Et donc, je peux reprendre contact avec ce contexte, avec ces émotions. Et je vais permettre à une certaine émotion de monter en moi. Et ce que ma collègue va percevoir, elle va percevoir que, et puis je peux même lui dire, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je peux comprendre un peu ce que tu vis parce que moi aussi, j'ai déjà perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et juste ces mots, juste cette manifestation d'empathie va faire en sorte que ma collègue se sent accueillie. Et donc, déjà, on se met sur la voie de la bienveillance. Elle va savoir que je l'accueille avec la tête, mais que je l'accueille aussi avec le cœur. Et tout ça, ça pave la voie à notre bienveillance. Mais ce qui est très important à ce stade-ci, c'est de réaliser qu'on doit faire vraiment attention à ne pas amplifier cette souffrance que l'on vit, cette souffrance que je réévoque et cette souffrance que ma collègue vit. Le risque dans l'empathie, c'est de créer une résonance, un écho où ma collègue s'enfonce de plus en plus dans sa souffrance et que moi, je réévoque de plus en plus celle que j'ai connue. Et ce phénomène d'amplification risque en bout de course d'être très toxique. Alors, on veut de l'empathie, mais ce qu'on veut éviter, c'est que tout notre espace mental soit habité par la notion de souffrance. Parce que dans l'empathie, c'est ça, je pense à ma souffrance, je suis témoin de la souffrance de ma collègue, donc mon espace mental
c'est de la souffrance. Et ça, c'est dangereux si on reste là trop longtemps. Alors, on poursuit notre route vers la bienveillance. Et la bienveillance a deux composantes. La première, c'est toujours notre empathie. Je continue à me permettre d'avoir une certaine émotion, mais je m'assure que mon espace mental n'est plus focusé sur la souffrance. Il y a un mouvement de bascule, que mon espace mental est complètement préoccupé par un désir d'apporter un réconfort à ma collègue. Donc, oui, je ressens de la souffrance, il y a cet écho, mais tout de suite, ma préoccupation, ça va être de me dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et ça peut être un regard réconfortant, ça peut être une parole réconfortante, ça peut être un geste réconfortant. Et si je reviens à mon exemple, ça peut être de dire à ma collègue, écoute, je sais que tu vis une situation qui est difficile pour toi dans le moment et que ton horaire est probablement bouleversé. Je présume que tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, tu n'as pas le temps de te faire à manger. Moi, je viens de faire plein de popotes. Je vais aller te porter des petits plats déjà prêts. Alors, ma préoccupation, comme vous voyez, ce n'est plus sa souffrance, c'est de lui apporter une forme de réconfort. Et souvent, les gens me disent, ce sont uniquement des préoccupations sémantiques. Faux. La façon dont je formule les choses va avoir un impact direct sur mon cerveau. Alors, je vous le mets à l'écran. Dans la première partie de ma réaction dans mon protocole de bienveillance, dans ma théorie de l'esprit, j'active des aires cognitives dans mon cerveau, un processus purement cognitif. Quand je continue avec mon empathie, j'active évidemment les aires associées à l'empathie, mais dans ces aires-là, les pastilles bleues, il y a deux agents doubles, deux aires cérébrales qui ont un double rôle. Il s'agit de l'insula antérieure et du cortex médicingulaire antérieur. Ces deux zones-là, je vous parlais de la résonance avec la souffrance de l'autre. Si j'amplifie cet écho de souffrance, je vais atteindre un seuil d'excitation dans mon cerveau qui va faire en sorte que ces deux aires cérébrales ici ne percevront plus de l'empathie. Tout à coup, elles vont basculer dans la détresse, dans la souffrance. Et donc, dès que je passe le seuil, moi, je dérape, moi, j'ai mal, moi, j'éprouve une souffrance profonde. Et donc, il va être crucial que j'apprenne à maintenir mon empathie en deçà du seuil d'excitation de ces deux aires cérébrales. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, je vais traverser l'empathie sans rester dans la résonance pour atterrir dans les aires cérébrales de la bienveillance qui sont toutes associées à des affects positifs et protecteurs. Alors, dans les diapos, vous aurez tous les détails neurophysiologiques. Alors, on pourrait créer une sorte d'analogie d'un train qui cherche le bon aiguillage. Alors, quand on fait face à de la détresse, la souffrance, la nôtre ou celle des autres, encore une fois, notre point de départ, c'est la théorie de l'esprit. Ensuite, on continue notre route sur l'empathie. Deux réactions normales, encore une fois, qui sont bonnes et bien, on les conserve. Mais dans notre phase d'empathie, c'est là où apparaît l'élément volitionnel, le choix que l'on doit faire. Trois choix s'offrent dans le fond et notre cerveau, la façon dont nous sommes câblés, va nous amener à garder la voie du milieu. La voie du milieu, c'est la voie vers la détresse empathique qu'on appelait autrefois la fatigue de compassion ou l'usure de compassion. Ça a changé de nom aujourd'hui et c'est ce que je vois à la tonne dans les milieux de l'éducation et de la santé depuis le début de la pandémie. Juste hier, je parlais à des enseignants et la journée d'avant à des soignants et les deux groupes me disaient la même chose. Puis ils me disaient, Rachel, nous, on a tout donné. On a tout donné à nos étudiants, on a chamboulé nos horaires,
On a tout fait. Les soignants disent la même chose. Ils disent, on s'est vidé complètement pour nos patients. Et leur réaction maintenant, c'est de dire, et ça nous a complètement fragilisés, on est épuisé, alors on ne nous y reprendra plus. Et leur réaction, c'est de dire, parfait, moi j'ai tout donné et maintenant je me suis effondré. Alors à partir de maintenant, je me ferme, je me relie aux autres sur un mode mécanique, froid et rationnel. Je me protège. Mais donc, ils font le choix de la fermeture affective. Et malheureusement, ça aussi, c'est un choix nocif parce que, comme je vous l'expliquais, la réaction d'empathie chez l'humain, elle est normale. Et dans la fermeture affective, on essaie d'étouffer, de refouler une pulsion qui veut s'exprimer. Et l'énergie psychique qu'on met à refouler notre nature fait en sorte que là aussi, on va s'effondrer. Et donc, on a une seule voie viable, c'est celle qui nous amène vers la bienveillance et l'autocompassion. On doit changer d'aiguillage, on doit bifurquer, mais notre cerveau ne le fera pas spontanément. On doit donc prendre un recul, analyser la situation et faire ce choix essentiel d'aiguillage. Je vous donne un exemple rapide pour vous donner, pour moi c'est important, justement pour que l'apprentissage colle, de vous donner un point de référence physique. Je vous propose le scénario suivant. Imaginez que vous avez un proche, quelqu'un que vous aimez profondément qui a la COVID, qui est à l'hôpital, aux soins intensifs, intubé, et par miracle, on vous permet d'aller lui rendre visite. Et vous voyez sa détresse et sa souffrance. Vous voyez à quel point la personne cherche son souffle. Vous voyez à quel point il y a probablement des démangeaisons. Puis la personne est incapable d'aller se gratter. Probablement aussi une sonde urinaire qui l'incommode. Vous tentez de vous mettre à sa place. Donc, vous essayez d'imaginer ce que c'est que d'avoir de la difficulté à respirer, ce que c'est que d'être incapable de se gratter, ce que c'est que d'avoir un oreiller qui est mal placé, une sonde urinaire qui irrite. Si vous faites l'exercice correctement, vous allez sentir vraiment un resserrement dans la poitrine. Et ça indique que vous avez activé, vous commencez à activer les 2 aires cérébrales dont je vous parlais, qui sont en train de créer tout un ensemble de réactions physiques où vous allez vous recroqueviller dans une crispation qui va être toxique. Alors, la bienveillance, son écho physique est très différent. Imaginez encore que vous pouvez parler à la personne et vous lui dites, vous demandez « Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? » Et elle vous dit « Ah, mais simplement un peu d'eau fraîche sur mon front, ça va me faire tellement de bien. » Vous le faites, vous voyez la détente, vous ressentez aussi une détente au niveau de la poitrine. Elle vous dit « Replace mon oreiller ». Vous sentez sa détente, vous éprouvez la même chose. Elle dit « Détache-moi que je puisse me gratter ». Et donc, plus vous offrez de la bienveillance, plus vous éprouvez aussi une détente qui n'est pas uniquement psychologique, mais aussi physique. Et c'est donc cet état, cette posture de bienveillance, à la fois psychologique et physique, que l'on veut obtenir et dans laquelle on veut se maintenir. Et souvent, les gens me disent, c'est bien beau tout ça, mais ça doit prendre un temps fou pour obtenir ce que tu nous décris. Au contraire, on fait de la recherche là-dessus depuis plus de 25 ans et en moyenne, c'est 40 secondes. Si on est capable de se maintenir dans une posture de bienveillance pendant 40 secondes, en d'autres termes, de dire « je me permets une certaine émotion pour vibrer en quelque sorte au diapason de la personne en face de moi. Et si je me préoccupe d'apporter un réconfort à l'autre pendant 40 secondes, je vais déclencher tous les effets que je vous ai décrits. » Et ce protocole de bienveillance, on peut aussi le décortiquer plus avant
Et en fait, je le faisais hier, comme je vous le disais, pour des enseignants qui travaillent avec des étudiants qui vivent énormément d'anxiété. Ils le font maintenant entre eux, mais aussi avec leurs étudiants. Donc, la première étape, c'est de reconnaître et nommer l'émotion. Si je reviens à l'exemple de ma collègue, puis souvent les gens vont pleurer dans des situations justement de deuil, puis ensuite ils s'excusent. « Ah, je m'excuse, j'aurais pas dû pleurer. » Si je suis bienveillante, ça va être de dire à ma collègue, je vois que tu es triste, je reconnais ton émotion, je suis assez présente à toi que je peux te voir et nommer ton émotion. Mais parce que souvent, l'expression de l'émotion est mal vue dans notre société et que de lui dire, disons, je vois que tu es triste, je ne veux pas qu'elle le prenne comme un jugement, je vais tout de suite valider et normaliser son émotion, de lui dire, écoute, n'aie pas honte de tes larmes, dans les circonstances, c'est bien normal que tu pleures. Donc, je viens de donner 2 messages importants à ma collègue. Le premier, c'est que je suis présente à ce qu'elle vit. Et le deuxième, c'est que je l'accueille dans son émotion. Et ce sont ces 2 étapes qui vont amorcer mon protocole de bienveillance. De mon côté, ce que je fais, je conserve une vision positive de cette personne-là, je ne la réduis pas à sa détresse. Et tout de suite, je quitte cet univers de souffrance pour aller vers la notion de réconfort et je lui demande qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider. Et tout ça, ça prend moins de 30 secondes. Et on va se garder un petit 10 secondes à la fin parce que lorsque les gens s'ouvrent vraiment dans leur profondeur relativement à un enjeu affectif, une des grandes craintes, c'est que la porte se referme, c'est l'abandon. Alors, on va assurer la personne de lui dire, comme avec ma collègue, je peux lui dire, écoute, je sais que c'est vraiment difficile pour toi aujourd'hui, je suis là pour toi et je vais continuer à être là pour toi. Si tu veux faire un Zoom, si tu veux si tu veux m'appeler, n'importe quand, je suis là pour toi. Si on ne peut pas offrir cet appui en continu, ce qu'on va dire à la personne, c'est « Écoute, je ne peux pas être là pour toi, mais on va trouver quelqu'un qui va être là pour toi. » Et donc, en 40 secondes, on a couvert notre protocole de bienveillance. Et tout cet édifice qui a autant d'impact physique et psychologique repose sur une simple question qui a l'air très banale, anodine. Quel réconfort, même minime, puis-je offrir dans l'ici et maintenant? Et si on regarde maintenant notre bienveillance systémique, je vous ai condensé la littérature scientifique et j'ai découvert que quand justement, on distille les différentes recherches, on arrive à 7 paramètres qui recoupent l'ensemble de l'œuvre. Et ces 7 paramètres créent un acronyme ESPOIR. Donc, le E, c'est pour « est-ce que je me sens écouté, entendu ». En d'autres termes, dans mon organisation, est-ce qu'on sait, est-ce que les canaux de communication sont clairs? Si je vis une détresse, un malaise, est-ce que je sais vers qui je peux me tourner pour obtenir de l'aide et d'obtenir une aide bienveillante? Et dans cette notion d'écoute, c'est aussi, si je partage mes difficultés, est-ce que l'organisation va agir sur ce que je dis? Donc, est-ce que j'ai une certaine marge de manœuvre, un certain contrôle au sein de l'organisation? Le S, c'est pour est-ce que je me sens soutenu? Et le soutien ici, ce n'est pas un soutien relatif aux tâches que je dois accomplir dans l'organisation. Je vous donne un exemple. Avec la pandémie, les infirmières dans plusieurs provinces doivent maintenant faire du temps supplémentaire obligatoire. Et souvent, c'est au beau milieu de leur quart de travail qu'on leur annonce « Malheureusement, vous allez devoir rester pour un autre quart. » Et les infirmières disent « Ça, on arrive à l'encaisser, mais qui va aller chercher nos enfants à la garderie? Qui va nous apporter un repas chaud si on fait un quart de travail supplémentaire? » Alors, comme vous le voyez, le soutien dont elles ont besoin, ce n'est pas un soutien directement associé à leur tâche,
mais un soutien qui va rendre leur vie plus facile. Le P, c'est est-ce que je me sens protégée? Est-ce que, encore une fois, je suis protégée psychologiquement, donc il n'y a pas d'intimidation dans mon milieu de travail? Ou est-ce que c'est aussi, est-ce que j'ai les équipements de protection individuelle, par exemple, pour être protégée? Le O, est-ce que je me sens outillée? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai les équipements? Est-ce que j'ai les connaissances, équipements? J'oublie le troisième. Le personnel, pardon. Le personnel qui vont me permettre d'accomplir les tâches qu'on me demande. Alors, ai-je les bons outils? Le I, est-ce que je me sens traitée avec impartialité, avec équité, ou est-ce que ce sont toujours les mêmes qui obtiennent tout ce qui est nécessaire pour le travail? Donc, est-ce que mon organisation fait preuve d'impartialité? Le R, est-ce que je me sens reconnue? Quand je fais des efforts supplémentaires, quand j'y mets vraiment du mien, est-ce qu'il y a des mécanismes au sein de mon organisation qui vont faire en sorte que oui, je vais avoir la tape sur l'épaule dont j'ai besoin, la reconnaissance comme quoi j'ai vraiment fait des efforts et que j'ai accompli un bon travail. Et le S, c'est est-ce que mon travail a un sens? Et entre autres, avec les enseignants hier, ce qui me frappait, c'est qu'ils me disaient le stress est tellement élevé. Un disait même, je me sens comme une poule pas de tête, j'arrive pas à savoir quelle est la prochaine tâche prioritaire, les choses dérapent. Puis il disait, j'en perds même le sens de mon travail. Et dans la bienveillance, en fait, un des gestes les plus bienveillants qu'on peut savoir pour des collègues, c'est lorsque le stress devient tellement élevé, l'anxiété tellement élevée qu'on en oublie le sens de notre mission et de ramener le collègue en détresse et de lui dire « Oui, c'est difficile, mais regarde ce que tu contribues à notre organisation. » Alors, comment on instaure un climat de bienveillance? Ça va être avec des politiques organisationnelles comme une écoute authentique et sans jugement, une reconnaissance des besoins de base, une adaptation continue, des balises claires et des attentes claires. Ça fait une différence énorme dans les organisations quand on sait ce qu'on attend de nous. Des canaux de communication qui sont fluides, il y a de la rétroaction qui est donnée avec bienveillance et des liens sociaux qui brisent l'isolement et qui offrent une solidarité. Et donc, le soutien entre pairs dans les milieux de travail se démarque de plus en plus comme une stratégie gagnante pour contrer l'anxiété, pour contrer le stress et faciliter, encore une fois, les apprentissages. Et on ne peut pas parler, comme je vous le disais, de bienveillance sans parler d'autocompassion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autocompassion? C'est l'aptitude à se traiter avec bienveillance comme on le ferait pour un ami proche. Et Neff est celle qui a vraiment développé le concept. Davidson l'a repris en 2019. Neff vient de publier un autre livre en 2021. Puis, ce que ces chercheurs-là nous révèlent, c'est que dans notre culture, c'est presque mal vu de prendre soin de soi. On a fait l'équation, en fait, que c'est presque comme de l'égoïsme, alors que dans le fond, c'est une forme de bien-être essentielle à notre équilibre. Alors, Neff, elle nous dit que cette autocompassion, elle devrait prendre 3 formes. La première, ce serait de ne pas avoir peur de se donner des petits moments de douceur. Dans des journées souvent pleines de frénésie, de tout de même se dire « oui, je peux m'accorder 10-15 minutes pour siroter mon café tranquille, loin du brouhaha. » De se dire « oh, mettre le nez dehors, ça va me faire du bien. » De se donner assez de valeur pour s'offrir cette douceur. Deuxième élément important, de ne pas se juger trop sévèrement pour nos erreurs et nos lacunes. Et encore dans notre culture, et apparemment ça se retrouve dans l'ensemble des cultures judéo-chrétiennes,
que l'erreur, la lacune va faire en sorte qu'on a tendance à s'auto-flageller fortement et longtemps. Alors que dans l'autocompassion, quand on fait une erreur ou quand on ne performe pas selon les normes qu'on aurait désirées pour soi, c'est de revenir et de se dire personne ne peut performer à 100% du temps. Et de se dire mes lacunes, mes erreurs, elles ne sont pas une honte qui font en sorte que je devrais me retirer, m'isoler, mais elles sont simplement la manifestation de mon humanité. Être humain, c'est avoir des hauts et des bas. Et le fait que j'ai des hauts et des bas, ce n'est qu'un pont de plus que je jette vers la grande famille humaine. Et un peu dans le même ordre d'idées, parce qu'on a vraiment tendance, on en a parlé un peu plus tôt, entre autres avec le biais de négativité, notre cerveau a vraiment tendance à amplifier le négatif. On va avoir tendance à se suridentifier à nos erreurs et nos lacunes, plutôt que de prendre un recul et de faire une évaluation juste de nos contributions. Alors, prendre un recul et revenir à ce qu'on contribue. Et ce que la recherche nous apprend, c'est que l'autocompassion, autant pour les enseignants que pour les apprenants, c'est une stratégie clé pour contrer l'anxiété. Mais il y a une différence importante qu'on doit faire dans notre démarche, c'est de bien distinguer entre autocompassion et estime de soi. L'estime de soi, puis il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est une compétence dans des domaines importants, mais qui est validée par autrui. Je vais avoir de l'estime de moi-même parce que les autres ont jugé que ce que je faisais avait une certaine valeur. Et donc, dans l'estime de soi, je suis tributaire du regard des autres. Dans l'autocompassion, c'est un autre phénomène complètement. Je ne tiens pas compte des autres dans l'autocompassion. Je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour honorer mes besoins légitimes avec justesse? Donc, ni aller dans le déni de soi, ni aller dans l'indulgence, la complaisance, mais de me dire quels sont mes besoins. Et on a, pour basculer justement de cette estime de soi à l'autocompassion, moi j'utilise 4 questions qui nous viennent de Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non violente, et 4 questions toutes simples qui nous ramènent à notre centre. La première, quand on vit un malaise, une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je viens d'être critiquée et je trouve ça désagréable? Est-ce que je viens d'avoir une mauvaise nouvelle qui va bouleverser mon quotidien? Nommer ce qui se passe. Dans un deuxième temps, nommer l'émotion associée. Est-ce que je ressens de la colère, de la tristesse, de la peur, du ressentiment? Je nomme ce que je vis. Et ensuite, après avoir décortiqué tout ça, de me dire de quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de retrait? Est-ce que j'ai besoin de conseils? Qui peut combler ce besoin? Moi, quelqu'un d'autre ou les deux? Et encore une fois, ça peut vous apparaître comme des questions complètement banales, mais ce que la recherche nous dit, lorsqu'on apprend à les intégrer à nos vies, quand on traverse des périodes difficiles, lorsque petit à petit, elles deviennent notre réaction réflexe face à l'adversité, elles ont un impact énorme pour désamorcer l'anxiété, nous permettre de penser plus clairement et de traverser l'épreuve. Et je termine sur un outil dont j'ai parlé lors des conférences précédentes et je n'y reviendrai pas en détail. On sait évidemment que la meilleure voie pour gérer notre anxiété, c'est toujours agir. Si je fais le choix simplement d'être en retrait et que je sais qu'il y a des situations anxiogènes qui sont là dans mon horizon et que j'essaie de les ignorer, en fait, ça va devenir beaucoup plus anxiogène. Et donc, la question, c'est de se dire, avec l'anxiété que je vis, quelles sont les démarches, les petits pas que je peux faire pour m'aider à atténuer les choses? Aujourd'hui, on a vu 6 outils en peu de temps. Et la grande question que je vous laisse, c'est parmi ces outils qu'on a vus,
Seriez-vous prêt à en adopter un aujourd'hui, à dire, j'aborde pas l'ensemble de front, mais parmi ces outils, il y en a un qui me parle particulièrement et ce sera une micro-résolution que je vais intégrer à ma vie. Je voulais aussi, sur ce thème-là, vous laisser quelques références en français. Les livres de Neff et de son collègue Germer ont été traduits en français. Puis il y en a un que j'aime particulièrement parce qu'il il y a une préface de Christophe André. Donc, l'autocompassion avec préface de Christophe André, c'est vraiment un excellent volume que je vous recommande. Puis, le mot de la fin en ces temps de crise, je pense qu'on est tous en train d'émerger de la pandémie en ayant perdu des plumes ici et là. Et je voulais vous partager une tradition japonaise que je trouve vraiment ressourçante et, comment je dirais, dynamisante. C'est la tradition du kintsukuroi. Les maîtres japonais, vous la connaissez peut-être, lorsque les maîtres potiers japonais créent une belle pièce, que ce soit un bol, une assiette, peu importe, pour eux, c'est vraiment un projet à long terme. Et lorsque cette pièce s'abîme au fil du temps, qu'elle est ébréchée ou même fracassée, le maître potier ne va pas jeter la pièce. Au contraire, il va la réparer avec des fils d'or et d'argent pour bien démontrer qu'en bout de course, cette pièce qui va avoir un vécu, une fois réparée, va être à la fois plus belle et plus solide que la pièce d'origine. Et c'est la même chose pour l'humain. La vie et les émotions laissent leurs traces. La pandémie a peut-être fait en sorte que vous vous êtes fracassés, mais à tout le moins, elle va nous avoir ébréchés. Et ce que la neuroscience nous apprend, c'est que les fils d'or qui aident l'humain à se reconstruire dans des contextes de crise, des contextes d'anxiété, ce sont les fils d'or de la bienveillance et de l'autocompassion. Alors là-dessus, je vous dis merci et on a du temps pour répondre aux questions. Merci infiniment, Rachel, encore une fois. Je pense qu'on a vraiment plusieurs outils là, pour pouvoir mieux nous appuyer avec tout ce qui se passe dans nos vies personnelles et professionnelles. Alors, je vous inviterai, si vous avez des questions, ou peut-être via le chat également, si vous avez des points, des observations. Moi, j'aimerais poser une question à Rachel. Dans le contexte de l'éducation où on sait qu'on est en train de transformer les rapports enseignants-apprenants, que ce soit dans une salle de classe pré-universitaire ou même post-secondaire, les outils que vous proposez, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très utile, mais comment amener les enseignants à adopter cette, comment dire, relation avec l'apprenant et l'élève quand parfois ils ont eux-mêmes été éduqués, formés à un autre type de relation avec l'apprenant et donc de s'intéresser davantage au développement académique, ou professionnel de leurs étudiants et de ne pas aller dans la vie privée. Donc, cette hésitation à aller dans l'intime. En fait, ce que je pourrais, j'avais pas suffisamment de temps dans la présentation pour tout aborder. Et ce que je vais vous laisser comme ressource, c'est un manuel qui a été publié en Europe. C'était vraiment un manuel et c'est gratuit, près de 300 pages disponibles sur le web. Ça a été écrit par l'équipe de Tania Singer, qui, elle, a étudié exactement cette question, comment faire décanter ces principes dans les milieux de l'éducation et de la santé. Ce sont les deux grands milieux qu'elle a regardés. Et donc, elle a beaucoup de suggestions, de méthodologies, de stratégies à proposer. Puis, ce sont vraiment autour des enjeux que vous mentionnez, c'est-à-dire comment quitter une tradition d'éducation qui était probablement beaucoup plus hiérarchique et rigide, mais tout en conservant le cadre, parce que ce qu'on sait dans la bienveillance aussi, dans l'enseignement, et Singer, dans ses travaux, met l'accent, que la bienveillance, ce n'est pas l'absence de cadre et que des attentes claires, bien définies,
que l'on revoit souvent avec l'apprenant, ça fait partie aussi de la bienveillance. Donc, la clarté et le cadre comme faisant partie de cette approche de bienveillance dans les milieux de l'éducation. Et donc, ce que je vais faire, je vais rajouter cette référence bien évidente au PowerPoint avant de vous le renvoyer lorsque vous allez l'afficher. Mais déjà, si les gens rentrent dans un moteur de recherche, Tania Singer, donc T-A-N-I-A-S-I-N-G-E-R, et simplement, c'est le titre de son volume, c'est je crois que c'est Compassionate, Training for Compassion. Training for Compassion. Vous devriez arriver au document, mais je vais envoyer l'adresse exacte. Merci. Et j'apprécie beaucoup le parallèle avec le milieu de la santé, puisqu'on a des rapports hiérarchiques également très structurés dans les hôpitaux où la relation médecin-patient. Donc, oui. Tout à fait. Merci. Oui, je vois qu'on a une question d'Amélie. Merci beaucoup. Quand serait-il vraiment possible de visionner les enregistrements de ces sessions-là? Parce qu'elle aimerait justement les partager avec ses enseignants. Alors, je peux peut-être préciser le suivi des 3 visioconférences de Madame Rachel Thibault, donc vont être mis à disposition de façon libre. On est simplement en train de vérifier l'édition pour s'assurer que tout va bien, le PowerPoint, donc le caractère technique, mais elles seront disponibles. Et si vous suivez le projet Camrise, Camrise, C-A-M-E-R-I-S-E, vous verrez que nous allons faire des annonces, donc Camrise sur Twitter, Camrise FSL, ou le projet où vous pouvez nous envoyer également un petit mot par courriel. Je peux vous mettre mon adresse courriel dans le chat et on vous fera à ce moment-là, on pourra vous indiquer où se trouvent les vidéos. Donc, je vous mets mon adresse courriel. Je pense que ça va être bien apprécié. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'on a d'autres rétroactions? Moi, j'aimerais poser aux personnes qui sont venues régulièrement à toutes ces visioconférences. Je retrouve justement certaines personnes qui ont assisté aux 3. C'est toujours intéressant, une trilogie. C'est comme quand on lit un livre, une trilogie. Est-ce que ça a répondu à vos attentes, le découpage en fait de ces 3 visioconférences sur l'anxiété? J'apprécie le thème, il est édifiant. Merci. On a reçu une participante. Ok, oui, même je n'ai assisté qu'à 2, mais il semble qu'il a bien apprécié. Alors, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. J'ai manqué les 2 premières, mais j'ai hâte de pouvoir les visualiser. Non, je pose cette question parce que la trilogie est fantastique. Vous avez vraiment amené des concepts de façon progressive, mais comme dans le jeu Lego, c'est-à-dire que tout est imbriqué. C'est très intéressant, à mon avis, de les voir comme un volet de 3 visioconférences. Donc, on va s'assurer que les gens puissent les écouter, peut-être pas toutes en même temps, mais en tous les cas, d'y avoir accès aux 3 comme une belle série sur l'anxiété et l'apprentissage. Merci beaucoup, Rachel. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis vraiment enchantée. Je pense que c'est des outils qui vont être utiles autant pour notre vie personnelle et professionnelle, mais aussi qu'on va communiquer également à nos étudiants. Alors,
je pense que ça va rester. Alors, merci de rendre cette trilogie disponible gratuitement. Alors, je pense que c'est très, très apprécié. La connaissance, la transmission de son expérience, à mon avis. Dans le monde de l'éducation, c'est quand même important que ce soit gratuit. Oui, tout à fait. Je vais en profiter pour vous dire merci de vive voix quand même. C'était vraiment très pertinent, très intéressant. Je suis candidat au doctorat à l'UQTR en éducation, justement. Et je veux travailler sur l'accessibilité universelle. Puis ça vient comme en amont placer pourquoi on voudrait de l'accessibilité universelle pour s'assurer du bien-être de toutes les personnes apprenantes. Donc, d'avoir une approche comme ça, emplie de compassion, ça vient paver le chemin après ça à l'accessibilité. Je trouve ça intéressant parce que j'ai fait un peu la même démarche. Je suis ergothérapeute, donc pour moi, la question de l'accessibilité universelle, le design universel, je baigne là-dedans depuis des années. Puis moi aussi, je voyais vraiment un mariage des deux concepts là, qui était très réussi. Alors, je suis contente de voir qu'il y a une relève. Merci beaucoup pour votre rétraction. C'est beau de voir, en fait, deux personnes se rencontrer à des moments différents de leur parcours professionnel. Moi, je trouve ça toujours émouvant. Moi aussi, oui. Merci, Emmanuel. Oui. Alors, écoutez... J'espère qu'on aura le plaisir de continuer à avoir de vos nouvelles, Emmanuel. On va s'assurer que vous ayez accès aux 3... Oui, je vais suivre. Ben, c'est ça, là, je l'ai vu passer moi, sur Facebook, l'information. Je n'avais pas vu justement les autres précédentes, mais c'est clair que je vais suivre tout ça avec très grand intérêt. L'annonce, oui. Merci bien. Alors, écoutez, je pense que l'heure s'écoule et puis on a passé vraiment un riche moment encore une fois. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on va pouvoir les revoir et reprendre des notes. Et c'est sûr que lorsqu'on va les revoir, on va avoir cheminé également, autant personnellement que professionnellement. Alors, on va avoir aussi un autre regard. Et je pense que ce sont des éléments qui passent à travers le temps, qui sont très, très importants, surtout en ce temps de pandémie. Alors, merci également à tous ceux qui sont joints à nous ce midi ou en début d'après-midi. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous revoir. Éventuellement, je sais qu'il y a un projet de table ronde le 26 mars prochain. Alors, c'est ça. j'imagine que l'information va sûrement circuler à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Rachel. Vous avez vraiment enrichi notre projet on va dire, d'essayer de rejoindre les enseignants, les apprenants de part du Canada. Et la question du bien-être et la question de l'anxiété dans l'apprentissage est fondamentale. Merci, ça a été un plaisir de travailler avec vous, puis je vous souhaite vraiment une excellente continuation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir.